le plus grand palais d'Europe. 2000 pièces, des plafonds couverts d'or, des jardins tellement immenses qu'il faut une journée entière pour en faire le tour. Et à l'intérieur, des centaines de nobles parmi les plus puissants du royaume, qui n'avaient pas le droit de frapper à une porte, pas le droit de frapper. À Versailles, on grattait avec le petit doigt, l'ongle du petit doigt, parce que Louis XIV en avait décidé ainsi. Et ce n'est que la première ligne d'une liste qui dépasse l'entendement. Un duc ne pouvait pas s'asseoir en présence du roi. Une duchesse ne pouvait pas utiliser le même siège qu'une princesse. Un courtisan surpris à tourner le dos à un portrait du monarque pouvait être chassé de la cour, pas du bâtiment, de la cour, c'est-à-dire de toute forme de vie. On vous a montré la dorure, on vous a raconté la grandeur. La réalité, c'est que Versailles était l'endroit le plus surveillé, le plus contrôlé et le plus suffocant que la France ait jamais connu. Un lieu où les hommes les plus puissants du pays vivaient dans la peur constante d'un faux pas. Pas un faux pas politique, un faux pas physique, le mauvais geste, le mauvais siège, le mauvais regard. Derrière chaque interdiction, la même logique, celle d'un roi qui a compris qu'il n'avait pas besoin d'armée pour soumettre la noblesse. Il avait besoin de règles, des milliers de règles, tellement de règles que personne ne pouvait toutes les connaître, et que tout le monde vivait dans la terreur d'en briser une. La version officielle s'arrête ici, la vraie commence maintenant. Dites-moi d'où vous regardez. La France, le Canada, la Belgique, la Suisse ou ailleurs. Ces histoires oubliées voyagent plus loin que les rois ne l'auraient jamais imaginé. Les archives contiennent des centaines d'histoires comme celle-ci. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Ça fait des années que je vis avec ces documents, les mémoires de Saint-Simon, les lettres de la Palatine, les registres de la maison du roi, des textes que la plupart des gens n'ouvriront jamais et que la plupart des chaînes d'histoire ne consultent pas. Quand j'ai commencé à dresser la liste de tout ce qui était interdit à Versailles, je pensais tomber sur des anecdotes, quelques curiosités de cour, quelques détails pittoresques à raconter entre deux chapitres plus sérieux. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé, c'est un système d'une précision effrayante, conçu pour transformer les hommes les plus libres du royaume en prisonniers volontaires. Et le plus troublant, ce n'est pas la cruauté des règles, c'est que tout le monde les acceptait. Voici ce que j'ai trouvé. 6 heures du matin, Versailles dort encore, ou fait semblant. Dans les couloirs, des pas feutrés, des ombres qui se pressent, des hommes en bas de soie, le visage à peine réveillé, qui convergent tous vers le même point, la chambre du roi. Le lever de Louis XIV n'est pas un réveil, c'est une cérémonie. Et comme toute cérémonie à Versailles, elle obéit à des règles si précises qu'un seul geste de travers peut ruiner une carrière. Les courtisans entrent par vagues. La première entrée, les princes du sang, le premier médecin, le premier chirurgien. Puis la grande entrée, les grands officiers de la couronne. Puis les entrées suivantes, chacune correspondant à un échelon de faveur royale que des familles entières ont mis des générations à gravir. Et pendant que ces hommes se succèdent dans la chambre, pendant que le roi se lève, se fait habiller et se fait raser, chacun d'entre eux sait exactement ce qu'il n'a pas le droit de faire. Tousser par exemple. Saint-Simon, l'observateur le plus impitoyable de la cour, rapporte des scènes à peine croyables. Des courtisans qui retenaient un éternuement pendant des minutes, le visage congestionné,
les yeux larmoyants, plutôt que de laisser échapper un bruit en présence du roi. Se moucher était toléré, mais selon un protocole précis, discrètement, dans un mouchoir de tissu fin, sans jamais produire un son audible, et surtout, ne jamais regarder dans son mouchoir après usage. Ce geste, que n'importe qui ferait par réflexe, était considéré comme une vulgarité impardonnable dans l'enceinte du palais. Bâiller, interdit. S'appuyer contre un mur, interdit. Croiser les bras en présence d'un membre de la famille royale, interdit. Marcher trop vite dans la galerie des glaces, ce couloir de 73 mètres qui est devenu le symbole de Versailles, interdit également. La démarche elle-même était codifiée. Pas trop rapide, signe de nervosité ou de vulgarité. Pas trop lente, signe d'arrogance. Un rythme moyen, maîtrisé, qui donnait l'impression d'un calme naturel, même quand tout, à l'intérieur, criait l'anxiété. Et les chaussures. Les courtisans portaient des talons, les hommes comme les femmes, et le bruit de ces talons sur le parquet de Versailles était lui-même soumis à une règle non écrite. Ne pas claquer, glisser, marcher comme si le sol était fragile, comme si le moindre bruit pouvait briser quelque chose. Ce qui m'a pris le plus longtemps à comprendre dans ces archives, ce n'est pas le contenu des interdictions elles-mêmes, c'est le sérieux absolu avec lequel des centaines de personnes les respectaient, jour après jour, année après année. On lit ces règles aujourd'hui et on sourit. Eux ne souriaient pas. Même après des années à vivre avec ces textes, j'hésite encore à dire que je mesure vraiment ce que ça représentait au quotidien. Mais le corps debout, silencieux, discipliné, ce n'était que la surface. Le vrai chef-d'œuvre du système, c'était le siège. Le droit de s'asseoir à Versailles n'était pas un confort, c'était une arme politique. Voici comment ça fonctionnait. En présence du roi, presque personne ne s'asseyait. Le roi était assis, la reine était assise. Les enfants de France, les fils et filles du roi, avaient droit à un fauteuil à bras. Les petits-enfants avaient un fauteuil sans bras. Et certaines duchesses, pas toutes, seulement celles dont le titre et l'ancienneté le permettaient, avaient droit au fameux tabouret. Un simple tabouret recouvert de velours, rien d'autre. Tout le reste de la cour restait debout. Un tabouret. Des familles ont intrigué pendant des décennies pour obtenir ce droit. Le droit de tabouret a provoqué des crises diplomatiques, des crises réelles, documentées, avec des ambassadeurs qui menaçaient de quitter la France et des négociations au sommet de l'État pour un morceau de bois et un carré de tissu. La duchesse de Rohan a passé des années à se battre pour ce privilège. Les Bouillons ont dépensé des fortunes. Les La Trémoille ont mobilisé des alliances politiques qui auraient suffi à financer une guerre. Et tout ça pour le droit de ne pas rester debout. Vu de l'extérieur, c'est de la folie. Mais vu de l'intérieur, et c'est là que les archives changent tout, c'était une question de survie. Parce que le tabouret n'était pas un siège, c'était un message visible par toute la cour, chaque jour, à chaque cérémonie qui disait « Cette famille compte, ce rang existe, cette personne a sa place », et l'absence de tabouret disait l'inverse, avec la même violence, en silence. Louis XIV le savait. Il savait que chaque centimètre d'espace entre un fauteuil et un tabouret, entre un tabouret et le sol, était un centimètre de pouvoir. Il distribuait ses droits avec la précision d'un horloger. Il les retirait avec la même précision. Et les courtisans, debout pendant des heures, les jambes engourdies,
le dos en feu, le souriait. Il souriait au roi comme si tout allait bien, comme si rester debout 3 heures était exactement ce qu'ils avaient choisi de faire ce matin-là. Le corps, à Versailles, ne vous appartenait pas. Vos jambes appartenaient au protocole. Votre visage appartenait au roi. Vos mains, votre posture, votre souffle, tout était loué au système en échange d'un seul bien, la proximité du pouvoir. Mais le corps n'était que le début. Louis XIV contrôlait quelque chose de plus intime encore, l'espace. On ne frappait pas aux portes de Versailles. Ce fait à lui seul contient tout ce qu'il faut savoir sur la manière dont le pouvoir fonctionnait dans ce palais. Frapper, ce geste banal, ce réflexe que n'importe quel paysan du royaume pratiquait sans y penser, était considéré comme une brutalité, un bruit de poing sur du bois, inacceptable. À Versailles, on grattait, avec l'ongle du petit doigt, en un mouvement léger, presque inaudible, contre le panneau de la porte, et les courtisans, des hommes qui commandaient des régiments, qui possédaient des provinces entières, laissaient pousser l'ongle de leur auriculaire spécifiquement pour cet usage. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi ce détail me restait en tête plus que les autres. Et puis j'ai fini par le voir. Ce n'est pas l'absurdité de la règle qui dérange, c'est ce qu'elle exige. Modifier son propre corps, la croissance d'un ongle, la forme d'une main, pour se conformer à un code inventé par un seul homme. Le contrôle ne s'arrêtait pas à ce que vous faisiez. Il allait jusqu'à ce que vous étiez physiquement. Mais la porte n'était que le seuil. Derrière, c'est tout l'espace de Versailles qui obéissait à une logique de permission. Chaque couloir avait un statut. Chaque escalier avait un rang. Les courtisans ne circulaient pas librement dans le palais. Ils circulaient dans les zones auxquelles leur titre leur donnait accès, et pas un mètre au-delà. Il existait un système d'entrée pour accéder à la chambre du roi. La première entrée, la grande entrée, l'entrée de la chambre, l'entrée du cabinet. Chacune correspondait à un cercle de privilèges, et passer d'un cercle à l'autre, d'une porte à la suivante, d'un couloir à celui d'à côté, pouvait prendre des années, des décennies, une vie entière parfois, sans jamais franchir le dernier seuil. La plupart des documentaires présentent l'étiquette de Versailles comme un folklore élégant, quelque chose de charmant, de suranné, qu'on raconte en souriant devant des touristes. Ce n'est pas du folklore, c'est de l'ingénierie sociale. Louis XIV n'a pas hérité de ces règles, il les a construites, couche après couche, avec la patience d'un architecte qui dessine non pas un bâtiment, mais un piège. Et le piège avait une mâchoire particulièrement cruelle, l'interdiction de tourner le dos. Quand un courtisan quittait la présence du roi, il ne se retournait pas, il ne pivotait pas sur ses talons pour marcher vers la sortie, comme n'importe quel être humain le ferait. Il reculait, face au souverain, pas après pas, lentement, sur plusieurs mètres, parfois sur toute la longueur d'une galerie, jusqu'à atteindre la porte derrière lui, une porte qu'il ne pouvait pas voir, en talons rouges, sur des parquets cirés jusqu'à devenir glissants, dans des couloirs encombrés d'autres courtisans, de serviteurs, de meubles. Des chutes ont été documentées, des blessures aussi. Le duc de Noailles, un homme de guerre, un soldat, a trébuché en reculant devant le roi et s'est rattrapé de justesse à un guéridon. L'incident a été noté, commenté, disséqué par la cour pendant des jours. Pas avec compassion, avec le regard froid de gens qui évaluaient les dégâts,
Le duc avait-il perdu la face? Le roi avait-il souri ou froncé les sourcils? Et surtout, quelqu'un avait-il commis l'erreur de tendre la main pour l'aider? Parce que ça aussi, c'était interdit. Intervenir dans le rituel, même par réflexe humain, même pour empêcher un homme de tomber, constituait une infraction au protocole. Vous regardiez, vous attendiez, vous ne bougiez pas. Le palais entier fonctionnait comme ça, un labyrinthe de permissions invisibles où chaque pas était un calcul. Un courtisan en disgrâce le découvrait de la manière la plus concrète qui soit. Ses chemins habituels se fermaient, pas physiquement. Personne ne verrouillait les portes, mais les visages changeaient, les gardes ne saluaient plus avec le même empressement. Les huissiers hésitaient une demi-seconde de trop avant d'ouvrir, et cette demi-seconde suffisait. Tout le monde la voyait, tout le monde comprenait. L'espace qui vous était accessible hier ne l'est plus aujourd'hui, et vous ne saurez peut-être jamais pourquoi. Saint-Simon décrit un courtisan. Il ne donne pas son nom, ce qui est rare chez lui, et donc significatif, qui a passé 3 semaines à emprunter un détour de 20 minutes pour éviter un couloir où il savait qu'il croiserait un rival mieux en faveur. 3 semaines, 20 minutes de marche supplémentaire chaque jour dans un palais sans chauffage décent en hiver, parce que la géographie de Versailles n'était pas une question de maître, c'était une question de pouvoir, et le pouvoir, à Versailles, se mesurait en portes. Combien de portes s'ouvraient devant vous? Combien se fermaient dans votre dos? Et il y a un dernier détail que je n'arrive pas à oublier, peut-être parce qu'il résume tout le reste mieux que n'importe quelle analyse, la galerie des glaces. 73 mètres de long, 357 miroirs. Quand un courtisan reculait devant le roi dans cette galerie, il voyait son propre reflet se multiplier à l'infini, des dizaines de versions de lui-même, reculant en même temps, le visage figé dans une expression de déférence maîtrisée. Et le roi, lui, voyait la même chose, des dizaines de dos qui n'osaient pas se retourner, des dizaines de reflets obéissants. Louis XIV n'a pas fait construire la galerie des glaces pour impressionner les ambassadeurs. Il l'a fait construire pour que chacun puisse voir de ses propres yeux à quoi ressemble la soumission quand elle se reflète à l'infini. Et maintenant, la partie que personne ne raconte, ce que j'ai trouvé dans les registres des repas royaux, m'a pris par surprise. Pas les menus, tout le monde les connaît, les dizaines de plats, les volailles, les gibiers, les montagnes de pâtisseries. Non, ce qui m'a arrêté, c'est tout ce qui entourait ces menus. Les règles, les interdictions, le protocole appliqué à l'acte le plus simple du monde, manger. À Versailles, un repas n'était pas un repas. C'était un spectacle réglé au geste près, et malheur à celui qui oubliait son rôle. Le grand couvert, c'est le nom qu'on donnait au repas public du roi. Public, le mot est important. Louis XIV mangeait devant tout le monde. Assis seul à une table, ou parfois avec la reine, il se nourrissait pendant que des dizaines, parfois des centaines de courtisans le regardaient, debout, en silence, sans manger eux-mêmes. Ils étaient là pour observer le roi, porter la nourriture à sa bouche, mastiquer, avaler, boire, s'essuyer les lèvres. Et chacune de ces observations était encadrée par des règles qu'aucun spectateur moderne ne pourrait imaginer. On ne parlait pas au roi pendant qu'il mangeait, sauf s'il vous adressait la parole, ce qui arrivait rarement, parce que Louis XIV mangeait avec une concentration que ses médecins ont abondamment documentée.
On ne regardait pas directement dans son assiette, on ne commentait pas ses choix, on ne montrait ni surprise ni dégoût, même quand le roi, et c'est attesté par les rapports médicaux, engloutissait des quantités qui auraient rendu malade n'importe quel homme ordinaire. Et quand le roi buvait, tout s'arrêtait. Un officier criait « À boire pour le roi !» et une mécanique humaine se mettait en branle. Le gentilhomme servant allait chercher le plateau. Le chef de l'échansonnerie présentait 2 carafes, une de vin, une d'eau. Les chansons versaient. Un autre officier goûtait le mélange. Obligation absolue, vérification anti-poison, geste accompli avec un ustensile précis, dans un ordre précis, selon un rituel qui ne variait jamais. Puis le verre était présenté au roi sur un plateau d'or. Et pendant toute cette séquence, 30 secondes, peut-être 1 minute, la salle entière était figée. Les courtisans observaient le roi boire. Non, observer est le mauvais mot. Observer implique un choix, une distance. Ils subissaient le spectacle. Ils assistaient, immobiles, à un homme qui buvait un verre d'eau mélangé à du vin. Et il faisait ça tous les jours. Même le verbe résiste quand on essaie de décrire ce que c'était. Mais le grand couvert n'était que la vitrine. Derrière, il y avait les règles sur la vaisselle. Qui avait le droit de manger dans une assiette d'or? Qui devait se contenter de vermeil? Qui utilisait de l'argent? Qui utilisait de la faïence? La matière de votre assiette, à Versailles, n'était pas un choix esthétique, c'était votre rang, posé sur la table, visible par tous. Et la même logique s'appliquait aux verres, aux couverts, aux serviettes. Une serviette, le droit d'avoir une serviette à table, dépendait de votre place dans la hiérarchie. Certains nobles mangeaient sans serviette, en silence, sans se plaindre, parce que se plaindre d'un détail matériel à Versailles revenait à admettre publiquement que votre rang ne vous donnait pas droit à ce détail, et cette admission était pire que le manque de serviettes. Il y a un paradoxe dans les archives que je n'ai jamais vu mentionné dans aucun documentaire, et qui pourtant saute aux yeux dès qu'on lit les registres médicaux à côté des registres de la maison du roi. Louis XIV mangeait avec un appétit que ses propres médecins qualifiaient de prodigieux. Le docteur Fagon, son médecin principal, a consigné des repas de 40 plats, 40, des potages, des entrées, des rôtis, du gibier, des poissons, des fruits, des pâtisseries, des compotes. Le roi goûtait à presque tout. Ses médecins s'en inquiétaient régulièrement, et régulièrement, le roi les ignorait. Et pendant ce temps, à quelques mètres de là, des nobles avaient faim. Pas une faim de pauvres, une faim de courtisans. Les logements attribués à Versailles, on y reviendra, étaient souvent trop exigus pour y installer une cuisine. Manger dans les couloirs était impensable. Les nobles les moins fortunés, et il y en avait beaucoup, parce que la vie à Versailles coûtait une fortune que beaucoup n'avaient non pas, dépendait d'un système de distribution des restes de la table royale. Les restes du roi étaient redistribués. Mais pas à n'importe qui, pas n'importe comment, selon un ordre de préséance. Encore une fois, toujours, le rang décidait de quand vous mangiez, de ce que vous mangiez, et de si vous mangiez. Les médecins du roi ont consigné chaque plat de chaque repas pendant des décennies. Des registres entiers dédiés à ce qu'un seul homme a avalé. Et à quelques mètres de cette table, des familles dont le nom résonnait dans l'histoire de France depuis 200 ans, attendaient qu'on veuille bien leur distribuer ces restes dans l'ordre de leur rang. Je ne sais pas quel mot utiliser
pour décrire ce système, humiliant et trop faible, calculé et plus juste. Mais même calculer ne suffit pas, parce que le calcul implique une froideur, et ce que les archives montrent n'est pas froid, c'est méthodique, c'est précis. C'est un homme qui a transformé l'acte de manger en instrument de domination et qui le savait parfaitement. Et le plus étrange, le détail qui me trouble encore après toutes ces années avec ces sources, c'est que personne ne s'est révolté. Pas une seule voix dans les mémoires de l'époque ne dit « ceci est injuste ». Pas une. Les courtisans, qui attendaient les restes du roi, ne se décrivaient pas comme humiliés. Ils se décrivaient comme honorés. Recevoir un reste de la table royale était un privilège, un signe de faveur. Et cette inversion, cette capacité du système à transformer l'humiliation en honneur, c'est peut-être la chose la plus redoutable que Louis XIV ait jamais. Non. Je m'arrête là, la liste continue. Les interdictions sur les chandelles, combien vous aviez le droit d'en allumer et de quelle taille selon votre rang. Les interdictions sur les carrosses, qui pouvaient entrer dans la cour du palais en voiture et qui devaient descendre à pied. Les interdictions sur les chiens, les perruques, les couleurs de vêtements. Mais ce n'est pas le pire. Un matin de 1684, la date exacte m'échappe et les archives ne la précisent pas. Un courtisan dont Saint-Simon tait le nom s'approche du roi après la messe. Il attend le bon moment, il choisit ses mots et il formule la demande la plus dangereuse qu'un homme puisse faire à Versailles. Il demande la permission de se retirer dans ses terres. Quelques semaines, un mois peut-être. Des affaires de famille, dit-il. Des questions de propriété qui nécessitent de sa présence. Louis XIV ne répond pas immédiatement. Il regarde le courtisan, puis il tourne la tête, légèrement, à peine, et il passe au suivant. Le courtisan reste debout. Il sait, tout le monde autour de lui sait, que sa carrière vient peut-être de se terminer. Pas à cause d'un refus. Le roi n'a rien refusé. Il n'a rien dit du tout. Il a tourné la tête. Et à Versailles, le silence du roi était la sentence la plus lourde qu'on pouvait recevoir. Voilà l'interdiction la plus efficace de tout le système. Elle n'est inscrite dans aucun registre. Aucun édit ne la proclame. Aucun règlement ne la détaille. Et pourtant, elle pesait sur chaque noble de France avec une force que toutes les autres réunies n'égalaient pas. Il était interdit de partir. Pas formellement. Personne ne vous enchaînait. Les grilles de Versailles n'étaient pas verrouillées. La route vers la province était libre. Un courtisan pouvait, théoriquement, monter dans son carrosse n'importe quel matin et rentrer dans son château de Normandie ou de Touraine. Rien ne l'en empêchait, sauf 7 mots. Saint-Simon rapporte la phrase que Louis XIV prononçait quand quelqu'un mentionnait devant lui un courtisan absent. 7 mots, toujours les mêmes, dits sur un ton neutre, presque distrait. C'est un homme que je ne vois jamais. 7 mots, pas une menace, pas un décret, pas une sanction officielle, juste un constat. Et ce constat suffisait à détruire une réputation, une carrière, un avenir, une famille entière. Parce que dans un système où tout, les charges, les pensions, les mariages, les alliances, les héritages, dépendait de la faveur royale, être invisible aux yeux du roi revenait à ne plus exister. Les courtisans le savaient, ils le savaient avec une acuité qui transparaît dans chaque lettre, chaque mémoire, chaque journal intime de l'époque. Et c'est pour cette raison qu'il restait des centaines de familles, des générations entières, déracinées de leur province,
installés dans des logements que n'importe quel bourgeois de Paris aurait jugés indignes, parce que les appartements de courtisans à Versailles, et c'est là que l'écart entre la légende et la réalité devient vertigineux, n'avaient rien à voir avec l'image qu'on s'en fait. Des pièces minuscules, mal chauffées, le bois de chauffage était distribué selon le rang, et beaucoup n'en recevaient pas assez pour passer l'hiver, mal ventilés, sans cuisine, sans eau courante dans la plupart des cas. Certains courtisans dormaient à 3 ou 4 dans des chambres de 10 mètres carrés, sous les combles, dans des espaces que les domestiques du roi auraient à refuser. Et il restait, ce qui me hante dans ces correspondances, et j'en ai lu des centaines, peut-être des milliers sur 15 ans, ce n'est pas la plainte, c'est l'absence de plainte. Ces nobles écrivaient à leur famille en province avec un ton d'une normalité glaçante. Ils décrivaient le froid, l'inconfort, les humiliations quotidiennes du protocole, et ils le faisaient comme on décrit la météo, comme si c'était simplement ce que la vie exigeait d'eux, comme si souffrir en silence à Versailles était plus naturel que vivre dans le confort loin du roi. Après des années à lire ces lettres, c'est ce silence-là qui me dérange le plus, pas le silence imposé par le protocole, le silence que ces hommes et ces femmes s'imposaient à eux-mêmes. La Palatine, Élisabeth Charlotte de Bavière, belle-sœur du roi, est l'une des rares à avoir écrit sans filtre. Ces lettres, adressées à sa famille en Allemagne, sont d'une brutalité magnifique. Elle décrit son logement comme glacial. Elle décrit les courtisans comme des prisonniers qui sourient. Elle décrit Versailles comme un endroit où tout le monde se déteste poliment et où personne ne dit la vérité. Mais même la Palatine, qui n'avait peur de rien et de personne, qui insultait les maîtresses du roi par écrit et se moquait de l'étiquette avec une joie féroce, même elle ne partait pas, parce que partir, c'était mourir socialement. Essayez d'imaginer ça. Vous avez un château en Normandie, des terres, des revenus, un nom que vos ancêtres portaient avant que les Bourbons n'existent. Tout ce qu'il faut pour vivre dans le confort, dans la dignité, dans l'indépendance, et vous choisissez de dormir dans une pièce, sous les toits de Versailles, de manger les restes du roi quand votre rang le permet, de geler en hiver, de supporter des centaines de règles absurdes chaque jour, parce que si vous partez, un homme dira de vous 7 mots qui effaceront en un instant tout ce que votre famille a construit en 200 ans. Ce n'est pas de la lâcheté. Les mémoires de l'époque ne permettent pas cette lecture. Ces hommes n'étaient pas lâches. Ils étaient piégés dans une logique qu'ils comprenaient parfaitement et à laquelle ils ne voyaient aucune issue. La Fronde, cette révolte des nobles contre le pouvoir royal, 40 ans plus tôt, avait échoué. Le message était clair. On ne s'oppose pas au roi. Alors, on reste, on sourit, on gratte les portes avec le petit doigt, on recule dans la galerie des glaces, on regarde le roi manger, et on attend. On attend un regard, un mot, une faveur, quelque chose, n'importe quoi, qui justifie le sacrifice. Certains attendaient toute leur vie. Un courtisan à sa fenêtre la nuit. Dehors, les jardins de Versailles plongés dans le noir. Et au-delà des jardins, la route vers la province, vers ses terres, vers le silence et le confort et la liberté de frapper à une porte avec le poing si l'envie lui en prend. Il referme la fenêtre. Passons aux choses sérieuses. Le regard du roi valait de l'or, littéralement. Un regard bienveillant de Louis XIV
prolongé, direct, accompagné d'un mot aimable, pouvait déclencher une pension, un commandement militaire, un mariage avantageux pour votre fille. Les courtisans le savaient, ils vivaient dans l'obsession de ce regard. Ils calculaient leur déplacement dans le palais pour se trouver sur le chemin du roi au bon moment. Ils étudiaient ses habitudes, ses itinéraires, ses humeurs. Ils apprenaient à reconnaître la différence entre un regard qui s'attardait une demi-seconde, bon signe, et un regard qui glissait sans s'arrêter, mauvais signe. Toute une vie sociale, politique et financière suspendue au mouvement des yeux d'un seul homme. Et l'absence de regard valait une condamnation. Louis XIV n'avait pas besoin de punir. Il n'avait pas besoin de crier, de menacer, de signer des lettres de cachet. Il lui suffisait de ne pas regarder, de passer devant un courtisan sans tourner la tête, de ne pas prononcer son nom pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois. Le courtisan comprenait, la cour comprenait, et le vide se faisait autour de l'homme oublié avec une rapidité que Saint-Simon décrit comme chirurgicale. Hier, tout le monde le saluait. Aujourd'hui, les couloirs se vident à son passage. Personne ne lui a rien dit, personne n'a eu besoin de lui dire quoi que ce soit. Et c'est maintenant, après les corps interdits, les portes, les repas, l'impossibilité de partir, que la vraie image se forme. Toutes ces règles, toutes ces interdictions, chacune semble absurde quand on la prend isolément. Le petit doigt sur la porte, le tabouret, la marche à reculons, les restes du roi distribués par rang, prises une par une, ce sont des anecdotes, des curiosités pour émissions de divertissement, mais prises ensemble, et c'est là que les archives révèlent leur vérité, elles forment autre chose, un système complet, cohérent et d'une intelligence politique qui force le respect même quand elle révulse. Louis XIV avait 9 ans quand la Fronde a éclaté, 9 ans, un enfant. Et cet enfant a vu les nobles de France se soulever contre la couronne. Il a vu sa mère, Anne d'Autriche, fuir Paris en pleine nuit avec lui et son frère. Il a dormi sur de la paille. Il a eu faim, il a eu peur. Et cette peur ne l'a jamais quitté. Jamais. Toute la suite, Versailles, l'étiquette, les milliers de règles, le système entier, découlent de cette nuit-là. De cet enfant qui s'est juré que plus personne jamais ne menacerait le pouvoir royal. Mais sa méthode n'a pas été la violence. D'autres rois avant lui avaient essayé la force, les exécutions, les sièges, les armées lancées contre leurs propres nobles. Ça marchait un temps, puis ça recommençait. Louis XIV a choisi une autre voie. Il a compris quelque chose que peu de dirigeants avant lui avaient compris, et que les archives permettent de reconstituer avec une clarté presque effrayante. On ne soumet pas des hommes puissants par la contrainte, on les soumet par l'occupation. Versailles n'était pas un palais, c'était une machine conçue pour absorber l'énergie de la noblesse française tout entière et la transformer en obéissance. Et chaque interdiction, chaque règle absurde, chaque détail d'étiquette était un rouage de cette machine. Le droit de tabouret maintenait les familles en compétition permanente, les unes contre les autres. Tant qu'elles se battaient entre elles pour un siège, elles ne se battaient pas contre le roi. L'interdiction de frapper aux portes rappelait à chaque instant que même vos gestes les plus ordinaires appartenaient au souverain. L'impossibilité de partir transformait Versailles en prison volontaire. Personne n'avait besoin de garde quand la peur de l'oubli suffisait à retenir tout le monde. Et le grand couvert,
Ce spectacle quotidien d'un roi qui mangeait pendant que les autres regardaient n'était rien d'autre qu'une démonstration de pouvoir répétée chaque jour, à la même heure, avec la même chorégraphie, jusqu'à ce qu'elle devienne la normalité. C'est ça qui est effrayant, pas les règles elles-mêmes, la normalité. Ces hommes et ces femmes ne vivaient pas dans la révolte, ils ne vivaient pas dans la résignation non plus. La résignation implique qu'on a conscience de subir quelque chose d'anormal. Ils vivaient dans l'acceptation. Le système était devenu le monde, le seul monde possible. Et quand le monde entier fonctionne, selon les mêmes règles, remettre en question ces règles ne ressemble pas à de la lucidité, ça ressemble à de la folie. La Palatine l'a écrit mieux que n'importe quel historien. Dans une lettre à sa tante Sophie de Hanovre, une lettre que j'ai relue tellement de fois que je pourrais presque la réciter, elle décrit une journée entière passée à sourire à des gens qu'elle méprise, à approuver des décisions qu'elle juge idiotes, à complimenter des femmes qu'elle déteste. Et elle conclut par une phrase qui résume tout. Ici, tout le monde ment. Et le pire, c'est que tout le monde sait que tout le monde ment. Et personne ne dit rien. On appelle Louis XIV le roi soleil. Mais les soleils n'ont pas besoin de vérifier que tout le monde les regarde. Ils brillent et on les regarde parce qu'on ne peut pas faire autrement. Louis XIV, lui, avait construit un système entier, des milliers de règles, des centaines d'interdictions, un palais de 2000 pièces, pour s'assurer que personne ne détourne jamais les yeux. Et ça, ce n'est pas de la grandeur. C'est la plus spectaculaire opération de contrôle qu'un dirigeant européen ait jamais conçue. Elle a fonctionné pendant un siècle. Et puis un jour, les portes de Versailles se sont ouvertes dans l'autre sens. Les gens qui grattaient poliment avec leurs petits doigts ont été remplacés par des gens qui frappaient avec les poings, avec des armes, avec une colère qui avait mis des générations à s'accumuler. Mais ça, ce qui est arrivé quand le système s'est effondré, c'est une autre histoire, pour un autre épisode. Ce soir, je voulais vous montrer autre chose, pas la chute, le mécanisme, parce que derrière la dorure, derrière les miroirs, derrière les jardins et les fontaines et les fêtes somptueuses, il y avait des hommes et des femmes qui ne pouvaient pas frapper à une porte, qui ne pouvaient pas s'asseoir, qui ne pouvaient pas manger à leur faim, qui ne pouvaient pas partir et qui souriaient quand même chaque jour pendant des décennies. Le roi Soleil brillait, mais dans les couloirs de Versailles, des centaines de vies se consumaient à petit feu, le sourire aux lèvres et la peur au ventre. 3 siècles plus tard, leurs voix méritent enfin d'être entendues. Un détail vous a marqué plus qu'un autre? Dites-le moi, c'est souvent dans vos commentaires que je trouve mes prochaines pistes. Abonnez-vous si vous en avez assez des contes de fées sur Versailles. Les archives contiennent des centaines d'histoires comme celle-ci. On ne fait que commencer